Les ingénieux pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7e année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dionne, professeur en mesure et évaluation à l'Université d'Ottawa. Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles. Bonjour à tous et bienvenue à cet deuxième épisode des ingénieux pédagogiques pour la saison 2. Donc, je suis en présence encore une fois de mes collègues. Ici, M. Alexandre Audet. Bonjour Alex. Bonjour Martin. Et puis, professeur Éric Dionne. Salut Éric. Oui, bonjour. Bon, salut à vous deux. Donc, Martin, d'habitude, tu nous demandes tout le temps qu'est-ce qu'on a appris dernièrement. Mais là, moi, je te relance la balle. Qu'est-ce que tu as appris dans les derniers jours qui serait intéressant pour nous autres? Oui, c'est ça. Fait qu'on commence, c'est une petite tradition qu'on a commencé dans les derniers épisodes. On commence avec quelque chose qu'on a appris ou une nouveauté, là. Fait que de mon côté, je suis un podcast qui est fabriqué par une chercheure en médecine. C'est Rhonda Patrick aux États-Unis. Et puis, elle passe en entretien des chercheurs, des médecins, etc., du monde qu'elle trouve intéressant. Puis, elle a passé en entretien un spécialiste en neurosciences sur le sommeil. Et puis, il jase pendant à peu près 45 minutes, 1 heure de sommeil. Puis, un petit bout que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il parlait de l'apprentissage. Et puis, ce qu'ils font en laboratoire, c'est qu'ils jumellent des sons ou des odeurs pendant que tu dors à des sons et des odeurs qui étaient présentes pendant ta période d'apprentissage. Puis, ils remarquent une hausse en consolidation d'apprentissage. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas exactement c'est quoi les ponts en éducation tout de suite, mais peut-être qu'il va en avoir éventuellement. Mais justement, c'est une chose, le fun que j'ai appris dernièrement. Good. Ben, oui, c'est intéressant. C'est ça. Fait qu'on peut enchaîner tout de suite avec, dans le vif du sujet. Donc, le premier épisode des ingénieux pédagogiques pour la saison 2, on a commencé l'analyse d'un article. Et puis, le titre de l'article ici, on a Barriers and Conditions for Teachers, Utilization of Academic Knowledge du journal International Journal of Educational Research. Donc, vraiment, les barrières et les conditions pour que les enseignants utilisent les connaissances provenant de la recherche. Donc, c'est vraiment ça l'article qu'on a commencé. Puis, il y avait 4 points qu'on a... il y a 4 points dans l'article, il y a 4 grandes barrières, catégories de barrières. On a touché aux 2 premières lors du premier épisode. Puis là, on a décidé, il y avait tellement de jus dans cet article-là qu'on voulait prendre 2 épisodes, on voulait y faire justice. Alors, nous voici au 2e épisode pour affronter ces 2 catégories de barrières-là, si on veut. Donc, je ne sais pas, Éric, si tu veux, vu que c'est toi qui as choisi l'article, est-ce que tu voudrais juste nous mettre en contexte puis nous présenter les 2 prochaines barrières? Oui, certainement. Écoute, le premier, on en a déjà discuté, comme tu disais, au précédent épisode, c'était sur les facteurs qui touchaient plus les profs, donc d'un point de vue plus individuel, donc les facilitateurs et les barrières à la collaboration qu'il pouvait y avoir avec les chercheurs et la recherche en général. Le deuxième aspect, c'était plus associé justement à la connaissance de la recherche. Donc, on montrait justement que les auteurs montraient que les enseignants n'étaient pas toujours très bien formés à la recherche. Donc, c'était difficile pour eux de consommer de la recherche dans la mesure où ils ne savent pas trop comment cette recherche-là a été créée.
Et là, ben, dans cet épisode-ci, on va voir les deux derniers aspects, comme tu le mentionnais, donc un aspect qui touche aux facteurs organisationnels, donc dans les écoles et dans les conseils scolaires. Donc, qu'est-ce qui peut justement aider à une meilleure collaboration entre les chercheurs et les praticiens. Puis, le dernier point, c'est plus au niveau de la communication, c'est-à-dire la communication, les relations qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les enseignants et la collaboration qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, on en a déjà mentionné un certain nombre de points au dernier épisode. Il y a des aspects qui nous ont fait bondir et on a nous-mêmes fait des liens au travers de ces 4 catégories-là, mais entre autres le fait que justement le milieu de la recherche et le milieu de la pratique obéissent à leurs propres règles. C'est difficile d'avoir justement des zones où on est capable d'échanger, je dirais même d'égal à égal, là, donc vraiment pour le bien des élèves. Puis justement, juste pour nous remettre, nous retremper dans le même contexte, là, si on veut bien, on avait parlé aussi du fait que justement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est un peu notre mission à nous, les ingénieurs pédagogiques, c'est vraiment de bâtir des ponts et construire un dialogue entre chercheurs et praticiens, donc entre le milieu universitaire et le milieu de la pratique. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi vraiment de commencer avec cet article-là qui nous parlait beaucoup, à cause justement, il y a un gap qui existe entre le milieu de la recherche puis le milieu de la pratique. Puis je pense qu'on a besoin, c'est rendu un besoin pour nous autres si on veut évoluer en tant que pédagogue de créer un pont entre ces deux milieux-là. Donc, Éric, je te laisse peut-être commencer avec un premier aspect. Oui, en fait, dans ce qu'on peut trouver dans l'article, il n'y a pas vraiment d'arguments qui vont nous faire tomber en bas de notre chaise. Hein. C'est déjà des choses que l'on sait déjà, c'est des connaissances plutôt intuitives ou par la pratique. Mais là, bon, dans cet article-là, on met des mots, on met des concepts, en fait, sur des situations qu'on vit vraiment dans la pratique, dont la question de la culture de recherche dans les organisations scolaires. Et prenons notre exemple à nous, c'est-à-dire que les ingénieurs pédagogiques sont nés d'un hasard, c'est-à-dire qu'on travaillait chacun de notre côté et puis au détour de quelques tweets sur les réseaux sociaux, on a fini par sympathiser, échanger et puis se dire, bien, ça serait le fun qu'on travaille ensemble et puis qu'on participe à élaborer des ponts entre la théorie et la pratique. Donc, les organisations, à l'échelle organisationnelle, on n'a pas eu de support. On n'est pas financé par la faculté d'éducation, on n'est pas financé par les conseils scolaires. Il n'y a pas de structure en bonne et due forme qui encourage cette initiative-ci. Et c'est un peu ce qu'on regrette aussi. Hein. On s'est dit qu'au départ des ingénieurs, on s'est dit, bon, lançons un ballon de plage dans les airs et espérons que quelqu'un va le capter. Donc, on est rendu à notre saison 2. Évidemment, on ne perd pas espoir, mais ce que disent les chercheurs dans cet article-là, c'est que ces initiatives-là devraient être encouragées. On devrait essayer d'instaurer une culture de la recherche, une culture de faire des ponts et d'encourager justement ces échanges-là. Et c'est malheureusement ce qu'on constate, c'est que ça ne se fait pas si facilement que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'initiatives. Hein. Il y en a des initiatives, mais elles ne sont pas toujours très, très connues et je ne suis pas convaincu qu'elles sont toujours très fructueuses, mais on pourra revenir un peu plus tard sur ce point-là. Absolument. Changement de culture. Ce que j'entends, là, c'est changement de culture. C'est pas tout le temps facile, mais on fait partie, je pense, d'un mouvement quelconque. Fait qu'espérons que on peut prendre racine un petit peu. Alex, je te vois avec un étincelle à l'œil. Est-ce que tu peux rajouter? Oui, justement, il faut qu'il y ait un changement de culture pour qu'on crée des cultures à l'intérieur de nos conseils scolaires ou au Québec, les centres de services, qu'on soit plus axé vers créer des organisations apprenantes. Je reviens souvent sur ce mot-là dans le podcast, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment créer, des organisations apprenantes à l'intérieur de nos conseils scolaires, à l'intérieur de nos écoles. Puis pour ça, les profs, on a toujours l'impression que quand on nous demande de faire quelque chose, c'est ajouter quelque chose sur notre pile déjà remplie. Là,
Là, il faut que j'aie une bonne gestion de classe, il faut que je passe mon programme, il faut que je prépare mes élèves aux tests du ministère, il faut que, tu sais, on a plein d'affaires à faire. Mais si on amène l'aspect de la recherche en éducation comme étant pas une chose de plus à mettre sur la pile, mais étant quelque chose qui va venir un peu nous faciliter la vie, qui va s'intégrer à ce qu'on fait déjà au lieu d'ajouter à ce qu'on doit faire. Je pense que là, on commencera à créer quelque chose dans nos écoles. Puis on embarquerait des profs si on intègre ça à ce qu'ils font déjà, tu sais. Oui, ça me fait beaucoup penser à l'idée, tu sais, on le voit dans plusieurs aspects de notre vie, là, mais ça pourrait être en entraînement, par exemple, ou même en apprentissage. C'est tout le temps peut-être un petit peu plus difficile, puis on ne voit peut-être pas les résultats tout de suite au début, mais éventuellement, ça devient de plus en plus facile, puis on commence à voir les résultats. Puis je pense que c'est un petit peu comme ça, on en avait parlé un petit peu au premier épisode, où est-ce qu'il y avait comme ce genre de paradoxe-là, où est-ce qu'on voyait pas le fruit de notre travail immédiatement, mais éventuellement, on commence à le voir. Fait que ça résonne beaucoup avec moi, cette idée-là, Alex. Puis quand tu parles d'organisation apprenante, je me vois, je me vois là-dedans aussi dans mon rôle en tant que conseiller pédagogique. Il faut pas arriver avec toutes les réponses non plus. On n'a pas toutes les réponses, puis il faut aussi faire partie de ce mouvement-là. Il faut se baser dans de la recherche, puis poser des questions aux chercheurs. On est un petit peu plus près. On n'est pas super près, mais on est un petit peu plus près que les enseignants sur le terrain. Fait qu'on a définitivement notre pain sur la planche aussi, là. Fait que je te laisse peut-être enchaîner, Eric, avec les prochaines idées. Ben oui, ben en tout cas, je veux juste revenir sur la question de la culture, là, parce que, vous savez, c'est un mot qui est un peu galvaudé aussi. Là. Tu sais, la culture, ça englobe bien des choses. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de culture de recherche, on a tous l'impression qu'on se comprend, mais dans le fond, ça veut dire quoi? Euh, Encore une fois, je reviens à nous, là, à ce que nous faisons. Je pense qu'une partie de notre succès, ça vient du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Hein, on va se dire les vraies choses. Là. Souvent, les profs d'université, ils possèdent la connaissance. Donc, ils débarquent dans les conseils scolaires, ils vont donner des formations et puis c'est eux qui connaissent et puis ils vont déverser leur savoir, en fait, auprès des praticiens qui ne savent pas. Okay, j'ai une caricature, là, mais c'est peut-être pas tant de caricature que ça. Et je pense que le succès de ce que l'on fait tous les trois, puis ça, je pense que les auditeurs ont besoin de le savoir, c'est qu'il n'y en a pas de hiérarchie. Donc, le choix des articles, par exemple, il se fait de façon collégiale, mais vraiment de façon collégiale. C'est-à-dire, un coup, c'est Martin, un coup, c'est Alex, un coup, c'est moi. On en discute. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. On garde des articles ou on n'en garde pas. Ou on se dit, on va le garder, mais je t'avertis, on va être extrêmement critique parce que je ne partage pas ton point de vue. Mais c'est une décision qui est collégiale. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est hyper important dans un changement de culture. C'est-à-dire que moi, j'ai trop vu d'initiatives dans les 20-25 dernières années où c'est ce que je caricature, c'est-à-dire le prof d'université qui débarque en quelque part pour dire « je vais vous montrer comment ça marche ». Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les praticiens, ils regardent ça en se disant « regarde le condescendant là, qui vient nous dire comment ça fonctionne », alors que lui, il n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe. Et de l'autre côté, ben, tu as des profs d'université qui disent « ben oui, mais la formation n'est pas suffisante, ils devraient pas faire ci, ils devraient faire ça ». Donc, ils portent aussi des jugements sur le travail des praticiens. Fait que là, tu te ramasses avec deux solitudes, deux clans qui ne se parlent pas, qui se regardent de travers, qui se disent ouais, mais toi, tu ne comprends pas. Puis qui a raison là-dedans? Ben, personne, puis tout le monde à la fois. Donc, je pense qu'un changement de culture, il faut que ça passe aussi par un changement de statut. Faut revoir notre statut aussi professionnel, se dire, ben, quand on va dans une salle de classe pour un prof d'université, ben, tu n'es plus l'expert dans la classe. C'est le prof qui est l'expert du quotidien dans une salle de classe. En même temps, ce que le prof d'université peut amener, c'est de la réflexion, c'est de la distance, c'est ce que les profs n'ont pas. Tu as les mains dans le cambouis à cœur de journée. Là. Et moi, quand j'enseignais au secondaire, c'était ça. Tu es toujours dans la pratique. Tu n'as pas ce moment-là de prendre la distance pour dire OK, comment je pourrais faire les choses autrement parce que le lendemain matin arrive trop rapidement. Donc, je pense que dans l'article, et malheureusement, ils ne vont pas très loin dans les arguments, puis ça, je le déplore,
parce que ça aurait pu être intéressant d'avoir des aspects qui vont au-delà de ce qu'on l'on sait déjà, comme par exemple accorder du temps. Ça revient tout le temps. Hein, accorder du temps aux enseignants pour pouvoir justement s'intéresser à la recherche. Créer des instituts, créer toutes sortes de créations qui font, et là je rejoins complètement Alexandre sur ce sujet-là, qui viennent s'ajouter généralement à la tâche. Hein, c'est une autre patente là, qui va s'ajouter à mon horaire qui est déjà surchargé, alors que je pense que si on veut vraiment travailler de façon collégiale, ça veut dire qu'il faut asseoir tout le monde autour de la table et dire, bon, maintenant, comment on procède? Et sans qu'il y ait de hiérarchie, sans qu'il y ait essayant de minimiser autant que possible les relations de pouvoir. Ce qui vient me chercher ici, Eric, de ce que tu dis, c'est vraiment, puis ça revient à un des points qu'on avait mentionné au premier épisode, c'était justement les deux clans, les deux parties arrivent avec leur propre but spécifique. Donc, les chercheurs arrivent avec, OK, ben, je veux faire ma recherche, je veux, je veux contribuer aux connaissances qui commencent à s'accumuler dans le domaine. Puis l'enseignant, ben, je veux enseigner mon cours, je veux faire en sorte que mes élèves apprennent dans mon cours. Puis je pense qu'on a besoin d'une plus grande pression des instituts justement pour collaborer. Il doit y avoir un incentif ici pour collaborer. Puis là, je vais faire mon tannant encore une fois. Je repose ma question. Est-ce que ça prend peut-être quelqu'un pour créer cet incentif-là? Est-ce que ça prend un troisième parti? Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, Ben, de ce point-là. Oui, Alex, je te vois. moi, je pense que premièrement, le leadership de l'école, le leadership du conseil scolaire, que ce soit au niveau de surintendant ou directeur de l'éducation, il faut que le leadership y croit. Puis, il faut que le leadership crée des structures pour que les profs puissent réfléchir, comme Eric disait tantôt. Puis ça va aider vraiment à créer la culture. Tu sais, la culture, là, c'est la culture dans un endroit, c'est qu'est-ce que tu valorises, puis qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est quoi tes actions? C'est ça qui va créer la culture d'une entreprise ou d'une école. Donc, si les leaders nous mettent des bonnes structures en place, sans arriver puis dire, là, tout le monde, les profs, OK, là, va falloir que quand vous allez faire des évaluations, appuyez ça sur la recherche. Ça ne vient pas des profs. Les profs, ça ne les intéressera pas. Mais si on crée des structures, puis on amène à se questionner, qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont nos pratiques, puis où est-ce qu'on va aller chercher de l'information, là, on commence à créer quelque chose. Puis là, à ce moment-là, je pense que l'idée d'un ingénieur pédagogique, d'un troisième parti, comme tu dis, Martin, je pense que là, ça viendrait vraiment ajouter à la structure. Je pense que dans un monde idéal et idéaliste ici, je pense que les deux parties n'ont pas nécessairement besoin d'incentifs vraiment. Je pense que le côté pratique peut bénéficier de la recherche, puis le côté chercheur peut bénéficier de l'expérience pratique des enseignants. Je pense que ça va. On n'a pas besoin de grands incentifs, mais justement, en ce moment, c'est trop difficile. Fait que ça prend une structure qui facilite le tout. Donc, possiblement un ingénieur pédagogique qui fournit peut-être certains articles clés, qui vulgarise, qui permet peut-être un dialogue entre praticiens et chercheurs pour la création de nouvelles questions de recherche, nouvelles hypothèses, peut-être des détails à rajouter par rapport à qu'est-ce qu'on connaît déjà. Ouais, bien, aussi, pour qu'une personne comme celle-là ait du succès, et ça, c'est relaté dans l'article, on en a déjà parlé aussi au premier épisode, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y revienne. Il faut croire aussi que la recherche, ça peut être utile en salle de classe. Puis pas juste croire, il faut avoir l'intime conviction qu'effectivement, il y a de la recherche sérieuse qui se fait et qui peut donner des résultats. Et je pense que ça aussi, ça demande en fait de voir peut-être les résultats de recherche de façon différente. Vous savez, en sciences, en médecine, tout ça, tu peux avoir un article qui va changer complètement ta façon de voir les choses. Tu sais, si on trouve un médicament contre COVID, tu as un article, pouf, écoute, voilà, soudainement, tu as solutionné un problème d'envergure. En éducation, ça ne fonctionne pas comme ça. Ma position, c'est que ça ne marche pas de même. C'est pour ça que les travaux de John Hattie ont été aussi
popularisé, je dirais, dans les conseils scolaires. On s'est beaucoup référé à ses écrits parce qu'il parle en termes de tendance. Okay? L'évaluation formative, finalement, quand on fait des méta-analyses, on fait des recensions systématiques des écrits, on calcule des tailles d'effets. Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? L'évaluation formative, ça fonctionne. Si on pense en termes de tendance aussi, on risque de peut-être d'avoir une perspective sur la recherche qui est un petit peu plus juste. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certains praticiens, par exemple, qui se disent, bien, je lis un article, mais moi, je ne pense pas que ça marche aussi bien que ce qu'il y a dans l'article. Puis des fois, ils ont raison aussi. C'est la somme des écrits, c'est la somme des recherches publiées sur un sujet. C'est une tendance qui se dégage. Parfois, la tendance, elle est forte. Des fois, la tendance, elle est plutôt mitigée. Mais au moins, ça donne un regard plus juste sur ce que c'est que de faire de la recherche en éducation. Et peut-être favoriser justement une meilleure acceptation de la part des praticiens, de se dire, OK, j'entends des choses, mais je vais aussi user mon jugement critique là, pour. Et si les praticiens étaient mieux formés à la recherche aussi, ils comprendraient ces choses-là. Ils comprendraient que non, ce n'est pas vrai qu'avec un seul article en éducation, c'est très peu fréquent. Là, je vais nuancer mon propos, mais c'est très peu probable, en fait, qu'un seul article change complètement notre vision des choses et change complètement notre pratique. Oui, puis moi, il y a une phrase dans l'article qui m'a fait réagir, puis qui m'a allumé bien les lumières, puis je me suis dit, ben c'est ça. Ça dit, les enseignants, eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles solutions, tandis que les chercheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles connaissances. Donc, quand tu mets un chercheur d'université puis un prof de salle de classe ensemble, ils parlent de la même chose, mais ils n'ont pas les mêmes points d'arrivée. Fait que déjà là, il y a comme un clash entre les deux qui fait. C'est un gros obstacle pour que ça fasse quelque chose de productif. Fait que je pense qu'avant que les deux s'assoient ensemble, il faudrait qu'ils soient clairs sur qu'est-ce qu'ils veulent en retirer, tu sais, puis pourquoi ils sont là. Puis, une autre chose qui est venue me chercher, moi aussi, puis c'est en lien avec ce que tu dis, Alex, puis ce que tu disais, Eric, c'est que justement, quand tu lis un livre de John Hattie, par exemple, ou même pas mal n'importe quelle recherche ici en éducation ou recensement des écrits en recherche ou livre en éducation, on parle, tu sais, c'est très beau, tu sais, il n'y a pas cet élève-là qui nous tracasse dans notre cours. Il n'y a pas, tu sais, c'est vraiment une classe idéale. Puis ce qu'il faut, je pense, souvent sur le terrain, c'est il faut résoudre des problèmes. C'est une résolution de problèmes ici. On avait parlé de la pensée critique. Puis résoudre des problèmes, ça se fait seul, absolument, mais je pense que ça se fait mieux en équipe. Puis on en revient encore à, je pense, une culture, une communauté, tous ces beaux mots-là. Je pense que on a besoin d'avoir un petit noyau de personnes qui sont en mode résolution de problèmes. OK, on sait que ça fonctionne dans une classe idéale. On sait que ce que la recherche nous dit, il y a de la valeur là-dedans. On part notre croyance, notre conviction solide que oui, ça a de la valeur, la recherche. Mais là, il faut qu'on aille dans le mode, OK, comment est-ce que ça fonctionne dans mon contexte particulier? Je pense que c'est tough quand tu es tout seul à cause, justement, on n'a pas énormément de temps à réfléchir lorsqu'on est en salle de classe. Puis, des fois, des solutions sont quand même assez complexes. Fait que, par la suite, on y pense, c'est pas si complexe que ça, mais d'y arriver à cette solution-là, ben souvent, plusieurs têtes, c'est plus facile, là, c'est mieux. Ouais. Ouais, puis au regard aussi de cette interaction-là complexe qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les praticiens, il y a toute la question aussi des résultats de recherche négatifs. Hein, on conçoit souvent la recherche comme étant OK, on va montrer que ça marche. Là. Donc, il faut que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a dans le milieu de la recherche, pas juste en éducation, mais dans à peu près toutes les disciplines. C'est-à-dire que c'est difficile de publier des résultats de recherche négatifs. Dire que ça n'a pas fonctionné. Alors qu'on sait très bien qu'en sciences, 95% du temps, ça ne fonctionne pas. Donc, ça nous prendrait aussi des espaces pour être capable justement de dire, écoutez, telle chose, ça ne fonctionne pas. Puis il y a une tendance qui se dégage sur des façons de faire, sur des comportements qu'on peut avoir, sur des conceptions qu'on peut avoir qui nous
qui nous indiquent que ce n'est pas la bonne direction à laquelle se destiner. Donc, quand on dit un changement de culture, là, c'est aussi ça, c'est-à-dire que d'arrêter de penser que des résultats de recherche, ça finit toujours par montrer que ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Bien, de savoir que ça ne marche pas, bien, c'est utile parce qu'on sait qu'on ne va pas refaire la même affaire. Puis, je dirais même, Éric, que ces résultats de recherche-là négatifs, ce n'est pas super bien apprécié dans le monde de la recherche, mais des résultats de pratique, si on veut le dire comme ça, des résultats de pratique négatifs, quand tu essaies quelque chose en salle de classe et ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est accepté de la part des parents? Est-ce que c'est accepté de la part des directions du conseil scolaire? Est-ce qu'on a cette culture, comme tu dis, apprenante, Alex? Ou est-ce que des erreurs, c'est acceptable? Est-ce qu'on modélise ça pour nos élèves? C'est tellement important. Partons de, j'aime beaucoup la citation de Google, en fait, c'est Standing on the shoulders of giants. On ne part pas de nulle part, là. On part d'une recherche qui nous dit ça a été bien démontré, mais là, de l'appliquer à notre contexte, peut-être qu'on va avoir des erreurs ici et là. Peut-être que ça va nous prendre quelques semaines pour l'avoir, cette façon de faire-là. Peut-être que ça va prendre même plus longtemps. Dans le cas de la classe collabo réflexive, de mon côté, ça m'a pris peut-être 3 ans pour vraiment bien maîtriser, mais une fois que je l'ai eu, c'était sur des roulettes, là. Fait que, tu sais, il faut accepter des deux côtés ces résultats négatifs-là. Ça vient plus de Newton que de Google, hein, l'expression. Oui, c'est Google qui l'a utilisé pour Google Scholar, oui. Il y a bien des affaires qui peuvent venir de Google. Oui, c'est ça. Quand je cherche mes recherches là, sur Google Scholar, c'est ça la citation qui vient. Fait que c'est ça qui m'est venu en tête. Fait que ça vient de Newton, finalement. Oui. Et voilà, j'apprends des choses. Fait que je te laisse procéder, M. Diane. Oui, bien, un autre aspect peut-être qu'on pourrait déjà aborder, c'est la question de la communication. Puis on pourrait peut-être poursuivre ensuite en faisant peut-être des liens au travers les quatre composantes qui ont été présentées par ces chercheurs-là. Mais la question de la communication, donc, vous en avez parlé tantôt, donc les profs cherchent des solutions, les professeurs, les chercheurs cherchent à établir de la connaissance, mais ça prend des lieux où justement on est capable de discuter ces choses-là. Nous, on le fait, là. Puis, bon, les gens qui nous écoutent entendent juste qu'on conserve pour les épisodes, mais il y a autant de discussions avant et après l'enregistrement des ingénieux, là. Donc, il faudrait peut-être qu'on fasse ça à un moment donné, avoir l'avant et l'après, le pré et le post-enregistrement aussi. Unplugged, si on veut bien. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est souvent, justement, dans ces moments-là, on est capable de se dire les choses, simplement sur les difficultés qu'on rencontre, parfois ce qu'on est un peu gêné ou mal à l'aise de dire en public parce que, bon, il y a des choses des fois qu'on va dire qu'on sait que ce ne sera pas nécessairement politically correct. C'est certain que le discours que moi je tiens, j'aurais probablement une armée de collègues là, qui souhaiteraient me taper dessus là, pour dire des choses comme celle-là. Mais moi, j'y crois fermement. Je pense que c'est dans la mesure où on travaille pour les élèves, donc que ça vienne de la pratique ou que ça vienne de la recherche, l'important, c'est mettre l'élève au centre. On n'arrête pas de le dire, on en fait des slogans qui ont tendance parfois à être creux parce que ça dit tout et n'importe quoi, mais ça ne dit pas exactement dans les faits comment on peut procéder. Mais pour moi, mettre les élèves vraiment au centre, c'est justement de passer par-dessus nos statuts professionnels, passer par-dessus nos contraintes. C'est ce que je mentionnais d'ailleurs dans le premier épisode. Vous vous souvenez, je vous disais, pour les chercheurs, pratico-pratique, publié dans une revue professionnelle, ce n'est pas de médaille d'or dans son CV. Là. Fait que si tu veux avoir des subventions de recherche et que tu as des revues professionnelles, tu en as beaucoup, ça ne compte pas tant que ça. Mais ça, là, c'est un élément qui dicte, qui vient connoter le type de recherche qu'on peut faire en éducation. J'imagine aussi que pour devenir prof titulaire, il faut que tu publies plus dans les revues scientifiques professionnelles. Bien sûr, peu importe ce qu'on pourra vous dire. Hein, bien sûr qu'on va valoriser, on va dire, bien oui, c'est sûr que c'est important aussi de diffuser la connaissance au niveau des praticiens. Mais regardez, quand nos dossiers sont évalués par les pairs,
c'est pas la catégorie qui est la plus payante. Si tu n'as pas des articles dans des revues avec comité de pairs, des articles scientifiques, oublie ça, tu n'auras pas de promotion, là. Donc, c'est un aspect très pratico-pratique, mais qui freine probablement certains chercheurs en éducation parce que, justement, au niveau du développement de carrière, c'est peu payant. Donc, ces aspects-là de communication, de comprendre, d'être capable de rentrer en relation aussi. Donc, dans l'article, on en a fait une catégorie à part vraiment pour les traiter parce qu'on a jugé que ça revenait souvent, en fait, dans les textes qui étaient analysés. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est un aspect qui est très important, d'arriver justement à avoir un langage aussi, un langage commun. C'est facile quand on travaille en recherche aussi, on travaille avec un jargon, c'est normal en recherche. Tous les types de recherche appartiennent à des disciplines à l'intérieur desquelles il y a un jargon. Il faut être capable aussi de rendre ce jargon-là accessible aux praticiens. Ça, c'est peut-être un des plus gros morceaux que moi, j'ai remarqué de mon côté. C'est que le jargon, tu sais, moi, je venais tout juste de terminer ma maîtrise. Fait que j'avais beaucoup accès à la recherche. J'ai fait beaucoup de lectures. Puis là, on dirait, quand je suis arrivé dans mon poste, j'essayais d'utiliser autant que possible le jargon de la recherche. Mais j'ai remarqué que, tu sais, on me regardait avec des gros yeux, puis avec raison aussi, là. C'est pas les mots qui sont utilisés sur le terrain. Fait que je me suis repris assez rapidement, là. C'est pas... Fait qu'il faut avoir cette traduction-là. Je pense qu'on s'en vient, mais peut-être, encore une fois, je m'en viens redondant peut-être un peu, là, mais encore une fois, une personne qui peut jouer le rôle du traducteur, de Google Translate, là, ici, entre les deux, pour que ça ait du sens pour tout le monde impliqué, puis pour qu'on puisse progresser ensemble. Ouais. Moi, j'ai eu l'expérience d'avoir des chercheurs dans ma classe il y a plusieurs années. Puis, c'est ça, c'est une équipe de chercheurs de l'université qui était venue dans ma classe. Ils m'avaient expliqué, bon, voici, on vient faire de la recherche auprès de tes étudiants pour... Je me souviens pas trop c'était quoi. C'était un peu flou, là. Puis, en tout cas, ils sont venus observer en classe, puis on fait des entrevues avec les étudiants. Puis, je pense qu'ils avaient sans doute fait des entrevues avec moi aussi. Puis après ça, ils sont partis. Puis c'est tout. Tu sais, comme moi, je leur ai donné du temps, je les ai accueillis dans ma classe, je leur ai ouvert ma classe, puis là, ils sont venus chercher qu'est-ce qu'il y avait. Puis après ça, ils sont partis, puis je n'ai jamais rien. Je sais pas. Je sais pas si ça a été publié ou j'ai aucune idée. Fait que juste ça, là, tu sais, ils étaient bien gentils, les chercheurs, là. Ils étaient super gentils, on jasait, tu sais. Mais il faut que la relation aille plus loin que ça, tu sais. Pas juste que je t'ouvre ma classe, tu prends ce que tu as besoin, puis tu t'en vas, là, tu sais. Mais ça, il y en a eu plein des expériences comme celle-là. Il y en a eu plein. Plein d'expériences comme celle-là qui découragent justement les enseignants aussi à ouvrir leurs portes aux chercheurs parce que d'avoir accès aux données, c'est compliqué. Quand tu réussis à le faire, il faut prendre soin justement du milieu de recherche. Mais voici un parfait exemple où les chercheurs sont arrivés avec déjà probablement leurs questions de recherche, avec leur méthodologie. Tu n'as jamais été impliqué finalement dans la conception de la recherche. Ouais. Tu étais un objet intéressant à analyser. Ta classe était un environnement pédagogique intéressant à analyser. Point final. Donc, ils sont venus, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin et tu n'as plus jamais réentendu parler d'eux. C'est pour ça que la question de la collaboration, de la communication, on parlait au premier épisode des recherches-actions, mais il faut vraiment que ça se fasse, mais il faut que ça se fasse comme du monde. C'est-à-dire qu'un vrai partenariat, ça veut dire qu'on s'assoit ensemble et puis on détermine de façon collégiale l'objet de la recherche, les questions de la recherche, comment on va faire ça, ça va être quoi les biais. Il y a un accompagnement qui peut être fait par les professeurs. On est formé à la recherche, on est capable de faire ça. On le fait avec nos assistants de recherche, on le fait avec nos étudiants. Pourquoi on ne le ferait pas aussi avec nos collègues qui enseignent dans les classes à l'élémentaire et au secondaire? Tu sais, même si, moi, en tant qu'enseignant, là, même si le professeur de l'université arrive dans ma classe avec une idée, il me dit, je ne sais pas, moi, je veux faire de la recherche sur, je ne sais pas, tes pratiques en évaluation. OK, mais comme tu dis, il faut que ce soit un partenariat. Parce que ça m'est arrivé une autre fois aussi avec un autre chercheur que
est venue dans ma classe, puis la recherche, c'est à propos de nos nouvelle approche pédagogique. Puis, tu sais, ça aurait été le fun si moi puis le chercheur, on se serait assis ensemble suite à la collecte de données, puis on aurait peut-être co-rédigé l'article ensemble pour voir mon point de vue, son point de vue. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est juste, on est tout le temps comme laissé dans notre coin, comme si on n'était pas assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qu'eux, ils savent, là, tu sais. Mon expérience a été peut-être une plus positive avec un chercheur où est-ce que j'ai eu la chance de co-enseigner. Donc, on a co-planifié, co-enseigné, puis après ça, il y avait une petite gang de profs qui sont venus observer et puis on les a demandé de nous observer en train de co-enseigner, puis après ça, on a eu une co-réflexion. Fait que, tu sais, c'était vraiment de créer le pont entre la recherche puis la pratique, puis voici mes gestes pédagogiques. Puis là, on me posait la question, pourquoi as-tu fait ça, Martin? Est-ce que ça concorde avec cette façon de faire-là dans la recherche ou est-ce que c'était juste un geste qui est particulier à toi ou c'est quoi ta raison, ton intention pédagogique ici? Ça a été super riche, puis ça m'a fait cheminer beaucoup justement dans ma salle de classe. Puis je pense que ça a été profitable pour tout le monde qui est alentour de la table aussi. Fait que ça vient encore avec cette idée-là d'une équipe collaborative ici. Puis, je me pose une question, puis je vais vous la poser. On parle des fois d'un troisième parti. Est-ce que ce troisième parti-là pourrait ou devrait être le ministère de l'Éducation? Est-ce que ça devrait venir de cette organisation-là? Est-ce que c'est eux qui devraient créer ce pont-là pour encourager cette collaboration-là? Ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ben, moi, j'en pense que ça existe déjà. Est-ce que vous les connaissez, ces initiatives-là? Ça existe déjà. CNAER, par exemple, ça existe en Ontario. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai assisté à des formations par des chercheurs, facilitées par le ministère de l'Éducation. Mais de là à travailler dans une équipe de collaboration, moi, je ne suis pas au courant. Bon, ben voilà, tu as ta réponse. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein? Je ne juge pas, je n'ai pas vu dans les détails ce qu'il faisait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste faire attention de dire, OK, on va encore une fois mettre une structure, on va créer quelque chose qui n'existe pas en se disant, ça va solutionner le problème. Alors que c'est peut-être la mauvaise solution pour le mauvais problème qui a été identifié. Et là, à revenir en fait à ce qu'Alexandre disait tantôt, c'est-à-dire qu'on va ajouter encore quelque chose à notre tâche, alors qu'il faut que le problème, en fait, ou la question vienne du milieu. Moi, je pense que c'est de là que ça doit venir. Ça doit venir de la salle de classe, ça doit venir de l'élève quasiment. Juste un petit parallèle, Martin, puis hors d'onde, on en a déjà parlé, puis vous savez ce que j'en pense, mais en éducation médicale, il y a tout un courant qui vient de l'Université de Montréal sur la question du patient partenaire. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on fait de la recherche clinique, mais finalement, on ne pose jamais la question au patient. Tu sais, celui qui a une maladie chronique, là, qui a mal au dos depuis 15 ans, là, on ne lui demande jamais son avis. Tu sais, on fait des tests, on essaie d'inventer des molécules, on administre ça, puis on regarde ce que ça donne, mais on ne pose jamais la question de savoir, OK, mais il doit en avoir une expertise sur la douleur, lui, cet individu-là. Donc, on a développé tout un courant qui s'appelle le patient partenaire. Et donc, au début, c'était un peu ce qu'on connaît en éducation, c'est-à-dire que tu aurais un patient quelque part dans l'hôpital, là, tu offrais un petit montant d'argent pour qu'il mette son nom sur la demande de subvention, puis ça s'arrêtait là. Okay? Je caricature, là, mais c'était un petit peu ça. Et ça a beaucoup évolué avec le temps et c'est devenu, en fait, moi, j'ai vu des communications en Europe où, dans une conférence scientifique, il y avait un patient partenaire qui était là, qui venait présenter. Donc, il était dans l'équipe de chercheurs, tu avais le chercheur qui faisait son bout et tu avais le patient qui venait expliquer sa contribution dans le projet de recherche. Là, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'aurait pas la même chose en éducation? C'est-à-dire reconnaître que le patient en médecine, il possède une expertise. Bien sûr qu'il ne connaît pas tout en médecine, ce n'est pas un médecin, mais la gestion de sa douleur, là, quand tu as une douleur chronique, là, je pense que c'est pas mal celui qui est plus au courant de comment ça se passe dans une journée. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir quelque chose comme ça en éducation? C'est-à-dire avoir des
des enseignants partenaires et pourquoi pas, poussons l'idée jusqu'au bout, des élèves partenaires. Pourquoi pas? Ouais. D'impliquer les élèves, d'impliquer les parents, d'impliquer les profs, de dire on va faire partie d'un projet commun dans lequel on va essayer de réfléchir sur des vrais problèmes que rencontrent les élèves. Moi, il me semble que c'est une perspective qui est intéressante parce que je ne pense pas qu'on l'ait déjà essayé. Et quand on dit mettre l'élève au centre, bien là, si on va jusqu'à inclure des élèves, je ne vois pas comment on peut être plus au centre de ces derniers. Je pense que ça l'aiderait beaucoup justement au sentiment d'appartenance de tous les partis. Tu sais, quand les enseignants sont inclus, puis là, quand les élèves sont inclus, tu sais, là, tu as un changement de culture, là. Toute la gang, on est tous inclus. Puis même au niveau des parents, tu sais, de voir ce qui se fait dans le milieu d'éducation, je pense que justement, c'est quelque chose qui est gagnant. Je pense qu'évidemment, il y a des astérix des fois, mais je pense que, par exemple, tu sais, c'est pas tout le temps l'élève qui sait ou qui choisit la meilleure chose pour qu'il apprenne à un niveau optimal. Fait que mais ça, on le sait. Fait qu'il faut le prendre avec un petit grain de sel ici. Mais il y a d'autres choses aussi. Il faut savoir comment l'élève se sent quand on fait certaines choses, certains gestes pédagogiques. Donc, c'est des informations super riches. Puis je pense pas que c'est vraiment un réel problème à cause on prend pas, comme tu dis, là, on prend pas du tout en compte leur point de vue. Puis c'est des données qu'on manque, là, justement. Fait que là, je vois le temps qui file, messieurs. Je sais pas si on veut enchaîner avec nos ponts, donc les derniers points de l'article ici. Éric, si je te passe la parole. Oui, ben peut-être une petite synthèse avant de terminer là, par rapport à tout ce qu'on a discuté dans ces deux épisodes-ci qui touchaient au même article. Donc, des facteurs individuels, donc meilleure connaissance de ce que c'est que de faire de la recherche, meilleure connaissance aussi pour les praticiens de ce que c'est qu'être chercheur, être en mesure de davantage avoir comment j'essaie de traduire au fur et à mesure. Je suis beaucoup moins habile que vous, M. Parent. Vous êtes beaucoup plus compétent que moi à ce chapitre. Je t'ai quasiment fait lire les noms d'auteurs, là, mais j'ai décidé d'être gentil, Eric. Oui, ça, c'est pour le running gag parce que les noms étaient difficiles à. Donc, on s'est un peu battu à savoir qui était pour les dire. Finalement, on a décidé de passer par-dessus. Bon, passons. Donc, avoir des structures qui peuvent être facilitantes, avoir des ressources, avoir du temps, faciliter la collaboration entre les chercheurs et les praticiens. Donc, c'est tous des aspects dont on a déjà discuté. Mais moi, je dirais que le pont que j'ai envie de poser, c'est d'aller au-delà des slogans. Donc, dans cet article-là, il est très bien, on l'a beaucoup adoré, cet article-là. Mais il y en demeure pas moins que quand on parle de changement de culture, je pense qu'on a besoin d'avoir des observables aussi, puis des mesurables sur comment on peut faire ça de façon concrète. Ça serait intéressant d'avoir aussi des idées de la communauté, les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces gestes-là qu'on pourrait poser pour essayer justement d'avoir une meilleure culture et surtout de valoriser la recherche, en condition que ce soit pertinent pour les élèves. Alex? Bien, moi, il y a une couple d'années, j'avais entendu une conférence d'un monsieur qui était une conférence ici en Ontario français. Je ne me souviens pas de son nom, mais lui, il avait amené une idée que je trouvais tellement géniale. Il disait, tu sais, des fois, la recherche en éducation, là, tu vas faire ta thèse de maîtrise, de doctorat ou même publier des recherches après ça, puis ça s'en va sur une tablette, puis ça reste là. Puis ça ne sert à rien. Fait que lui, il disait, pourquoi ne pas créer une banque de problèmes qui vient du milieu, qui vient des profs, qui vient des directions d'école? De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez besoin? Sur quoi vous voulez qu'on fasse la recherche? Puis là, quand quelqu'un arrive au doctorat pour se choisir un sujet de thèse de doctorat, bien, tu vas dans ce catalogue-là pour voir, OK, qu'est-ce qu'on a besoin sur le terrain? Puis là, bien, ça viendrait peut-être déjà établir un lien entre l'étudiant au doctorat, il est déjà en lien avec le milieu de l'éducation, il parle à un enseignant qui a soumis un problème.
Puis lorsque tu as ton doctorat, si tu continues à faire de la recherche, mais tu vas déjà avoir été habitué à utiliser les personnes sur le terrain comme vraiment des ressources essentielles à tes recherches. Fait que ça, je pense que ça serait déjà un bon début de créer ce genre de catalogue-là. Là. Je ne sais pas, Éric, je rêve-tu là, ou c'est quelque chose qui pourrait se faire, ça? Ben, moi, oui, ça pourrait se faire, mais je pense que faut juste faire attention que ça ne soit pas déconnecté aussi, que ça devienne une espèce de catalogue qui vit par lui-même. Là. Parce que je pense que là où ça peut être vraiment intéressant, c'est vraiment de partir des problèmes de la salle de classe qui, des fois, ne s'écrivent pas simplement dans un catalogue. On va dire ça comme ça. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de prendre juste un problème, de dire OK, il y a ce problème-là dans la pratique, puis on part avec, puis on part de l'autre côté, puis on fait de la recherche là-dessus. Je pense que ça peut être une bonne idée initiale, c'est-à-dire voici un problème. Mais là, le premier réflexe, ça devrait être d'aller dans la pratique, d'aller sur le terrain et de dire OK, est-ce que c'est encore un problème depuis le temps que vous l'avez écrit? 2, est-ce que ça a évolué? Est-ce que 3, vous êtes prête à travailler avec moi là-dessus? Là? Ouais. Parce que ça remettrait aussi une partie de la responsabilité sur les épaules aussi des praticiens. On a parlé de Bandura l'année passée dans la saison 1. Un des éléments qui caractérise le modèle de Bandura, c'est quoi? C'est la contrôlabilité sur la tâche. Donc, c'est sûr que quand c'est de la recherche qui est faite par des chercheurs seulement et les praticiens ne sont pas impliqués, ils n'ont zéro contrôlabilité. Là. C'est exactement ce qui s'est passé dans ton cas, Alexandre. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté, donc je ne me sens pas vraiment impliqué, puis je ne suis pas vraiment imputable non plus au processus. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour partir. Et puis ensuite, rapidement, en fait, le premier réflexe, en fait, de retourner sur le terrain et de faire des allers-retours, ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans. Oui, parce que c'est ça, ça commencerait au moins la conversation entre le chercheur et le prof en salle de classe. Mm-hmm. Puis ce que j'entends aussi, c'est que le mot leadership me revient en tête. Là. Il faut avoir faut avoir un leadership quelconque, mais ça peut venir des chercheurs, puis ça peut venir des enseignants sur le terrain aussi. Fait que ne serait-ce que tout simplement dire OK, je vais lire ce livre-là ou je vais faire un petit pas. Puis ça pourrait être, puis là je rêve peut-être en couleur, mais un club de lecture par rapport à des articles. Peut-être nos articles, ça pourrait vous partir, puis après ça, vous pouvez continuer. Ça pourrait être, si on est dans le domaine de la recherche, mais j'ai en tête une foire où est-ce qu'on on a des chercheurs qui sont dans, tu sais, là, des foires scientifiques, souvent au secondaire, tu sais, on présente nos résultats de recherche, mais imagine si on avait ça pour nos enseignants, tu sais, on prenait une journée puis on allait voir des recherches intéressantes près de chez nous. Fait que c'est pas des gros morceaux, mais je pense que juste ce petit leadership-là, des petites actions comme ça, je pense que ça peut vraiment commencer à changer la culture. Puis de là, on avance. Oui, puis je pense que si on commence aussi au niveau des facultés d'éducation, à inculquer ça aux profs en devenir, là, aux étudiants maîtres, là, d'aller toujours vers la recherche. Qu'est-ce qu'on en dit la recherche? OK, oui, on a toujours fait ça comme ça, mais pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que la recherche en dit de ces pratiques traditionnelles-là? Là? Ça, je pense que ça pourrait amener quelque chose aussi, là, tu sais. Mais tu sais que ça peut être intimidant aussi parce que tu as des gens qui veulent faire des maîtrises et des doctorats en éducation qui n'ont pas d'expérience pratique. Donc, tu sais, le rapport qu'on peut avoir, on peut penser qu'il est juste dans une seule direction, là, c'est-à-dire les praticiens qui sont intimidés par, mais moi, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que c'est l'intimidation, là, au sens, pas nécessairement au sens négatif du terme, mais de se sentir mal à l'aise. Je pense aussi que ça vient aussi de gens qui veulent mener des travaux de recherche, mais qui se sentent pas très confortables, disons, pour aller sur le terrain parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas nécessairement eu ces expériences-là. Mm-hmm. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va des deux sens. Puis ça prend un petit peu de vulnérabilité, si on veut bien. Si je peux me permettre un dernier petit pont peut-être avant de quitter, c'est que vous savez que je travaille aussi en éducation médicale, donc je fais beaucoup de liens entre les deux parce que pour moi, c'est
la médecine et l'éducation, ça devrait socialement être sur le même niveau, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc, le statut des professions n'est pas du tout au même niveau. Mais il y a un principe en éducation médicale, ou même en médecine clinique, d'avoir du temps protégé, c'est-à-dire des médecins qui ont du temps pour faire de la recherche. Pourquoi on n'aurait pas quelque chose comme ça en éducation? C'est-à-dire du temps protégé, des praticiens qui ont envie de faire de la recherche, qui ont peut-être une expérience en recherche. Je pense à vous deux, vous avez chacun au moins une maîtrise. Des gens même qui auraient peut-être même des doctorats qui enseigneraient au primaire ou au secondaire, qui diraient, ben moi, j'ai un intérêt pour la recherche, donc j'ai envie d'avoir du temps protégé, je vais faire des demandes de fonds, un peu comme ce que font les profs à l'université. Donc, au lieu des demandes de subventions, avoir du temps protégé, comme c'est le cas aussi en médecine. Pourquoi pas? Et là, on est vraiment dans l'opérationnalisation. On n'est pas juste à dire, OK, on va essayer d'établir un changement de culture, là. Non, mais il faut effectivement de volonté. Puis Alexandre, tu l'as tellement bien dit tantôt, on accorde des ressources sur ce qu'on juge important. Donc, si on n'accorde pas de ressources, c'est qu'on juge que ce n'est pas important. Ouais. Est-ce qu'il y a un système qu'on connaît, que tu connais, Eric, où est-ce qu'on fait ce genre de choses-là en éducation? À ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Je n'ai pas tout vu, là, mais je n'ai jamais vu ça. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que ça existe dans d'autres disciplines, dans d'autres professions, entre autres en médecine. Alors, un médecin, en principe, est là pour soigner des gens, mais on reconnaît cette expertise-là aussi à faire de la recherche et à consacrer du temps, à dire tu vas prendre une partie de ton temps dans ta semaine pour faire de la recherche. Donc, tu vas continuer à faire de la pratique, mais tu vas aussi faire de la recherche. Ça pourrait être aussi. Et là, évidemment que ça veut dire jouer avec des horaires, ça veut dire jouer avec un paquet de contraintes. Mais moi, je pense que quand on veut. When there's a will, there's a way. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on pourrait, comme tu dis, Eric, oui, il y aurait un paquet de contraintes. Puis là, on pourrait même citer, ben là, il y a déjà une pénurie d'enseignants. Puis là, si on les sort de classe, écoute, il y a une pénurie de médecins aussi, puis ils trouvent le temps de le faire. Donc, tu sais, cette excuse-là ne tient pas la route, là, tu sais. Absolument, absolument. Bon, ben, je pense qu'on termine sur une note encourageante. Je pense qu'on lance la balle, on allume peut-être un feu en quelque part. Fait qu'on espère que ça scintille dans vos oreilles. Et puis, sur ça, ben, on va terminer le deuxième épisode des Ingénieux pédagogiques pour la saison 2. On se retrouve sur notre site web où est-ce que vous pouvez retrouver tous nos articles. On a commencé à recevoir des suggestions de sujets aussi sur notre site web, ingénieurpédagogique.ca. On peut commencer une conversation à cet endroit-là qui serait fantastique, conversation par rapport à quelque chose que vous avez entendu ou vous voulez rajouter à la conversation. Ça nous rendrait très heureux, je pense, de voir ça. Et puis, on peut aussi continuer la conversation sur Twitter. Donc, on est tous actifs sur Twitter. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, c'est @profaudet, A-U-D-E-T. Puis oui, envoyez-nous des suggestions de sujets. Ça va nous faire plaisir de trouver des articles. Qu'est-ce qu'en dit la recherche à propos de ces sujets-là? Ça serait super intéressant. Sur Twitter, Prof Dionne. J'ai aussi un site web, profdionne.ca. Puis oui, effectivement, on aime bien, on dit ce qu'on fait, mais aussi on aime bien faire ce qu'on dit. Donc, si on dit aux gens, partons de là où sont les problèmes ou où sont les questionnements, ce serait le fun aussi qu'on parte nous-mêmes des questionnements des gens qui font l'effort de nous écouter. Donc, évidemment, on est toujours très, très réceptifs aux suggestions. C'est ça. Puis là, on parle souvent d'enseignants, mais j'aimerais lancer la balle aussi aux chercheurs. De votre côté, s'il y a des initiatives que vous faites ou que vous voulez faire, vous voulez faire partie de la conversation, joignez-nous sur ces réseaux-là. Et puis, si jamais aussi... Oui, Alex? Oui, excuse. Des administrateurs aussi, soit des surintendants, des directeurs de l'éducation. Ça serait le fun d'avoir votre son de cloche aussi. Oui, c'est ça. Puis des gens, oui, ministère de l'Éducation, justement, pour les politiques en éducation, clairement, on a besoin de changer certaines choses.
On doit créer un mouvement. Puis c'est pas juste à un endroit qu'on va le faire. On va le faire si on est justement plusieurs à différents niveaux qui rament dans la même direction. Fait que sur ce, on vous dit à la prochaine. Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.